c'est la suite des conférences que j'ai proposées au mois de mai, qui s'appelait les symboles, la synchronicité et le choix, où je donnais les bases de la définition du symbole et comment ceci peut être utilisé comme étant un langage. À la fin de la présentation précédente, j'ai donné quelques clés de ce que j'appelle maintenant la navigation symbolique. C'est un système de choix. Et comment maintenant, aujourd'hui, on se retrouve à devoir aussi se confronter au libre arbitre. Une fois qu'on croit avoir le choix, il est important maintenant de le différencier avec ce qu'on croit faire de son propre gré et ce qui représente notre choix personnel. Je m'appelle Sébastien Chagerl, je suis autodidacte en métaphysique, je me suis intéressé très jeune et très intensément aux mécanismes qui sont invisibles et cela m'a permis d'élaborer aujourd'hui ce que j'appelle la traduction symbolique. La traduction symbolique, c'est une manière de pouvoir se représenter les choses que l'on perçoit par un langage symbolique qui nous est propre, que l'on va choisir. Je fais aussi du teaching, ça va faire plus de 10 ans que j'en fais. Je propose aussi des consultations de teaching et c'est un système que je maîtrise bien. Et j'en discuterai volontiers avec vous à un instant qui se trouve là-bas tout à l'heure. Donc d'abord, je vais vous donner les quelques bases théoriques concernant ce système symbolique que j'appelle traduction symbolique. Donc, ça va être un résumé en très condensé de la présentation précédente. Donc, la traduction symbolique va être une manière de pouvoir interpréter l'univers avec un système symbolique. Ce système symbolique va nous permettre de remarquer qu'il y a des récurrences entre l'interaction entre symboles. Ça veut dire qu'une fois qu'on va associer les symboles à des enjeux qui nous entourent, ces symboles, il y aura des symboles qui vont se répéter. Et là, on peut détecter une forme de synchronicité. Et ce choix de construction symbolique est aussi un miroir sur nous-mêmes. Donc, une fois que l'on a un langage symbolique, on va pouvoir construire une carte symbolique. Cette carte symbolique va nous permettre de nous observer nous-mêmes. Je vous montre ici sur cette image. L'idée, c'est que plus on va laisser notre esprit donner une interprétation symbolique aux choses qui nous entourent, plus en fait, ce sera une matérialisation de qui nous sommes. Et inévitablement, nous sommes donc responsables de la construction symbolique que nous faisons, et aussi responsables finalement de l'interprétation que nous avons de notre propre existence. Donc la carte symbolique va nous permettre donc de faire une navigation. Ce que j'appelle par navigation, c'est donc opérer un changement, c'est de pouvoir donc prendre une forme de maîtrise sur les événements qui nous entourent. J'ai trouvé cette image, alors c'est plutôt une mind map, comme on appelle ça en anglais, pour quelqu'un qui cherche à optimiser son travail. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une arborescence, c'est-à-dire que ce type de dessin va faire une cartographie symbolique, c'est-à-dire qu'elle va mettre en relation les différents enjeux qui l'entourent et pouvoir ainsi mieux les définir et aussi mieux définir les relations qu'ils ont avec ces enjeux qui nous entourent. Donc, une fois que l'on a une cartographie et une navigation, ce qui est ensuite important, c'est de se demander, ok, lorsque je fais un choix de navigation, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je ne suis pas en train d'être dans un schéma qui va se répéter à l'infini parce que je ne l'aurais pas identifié? Et la question que je vous invite à explorer aujourd'hui, c'est est-ce que le libre arbitre existe? Très bien. Donc, ce que j'entends par choix, c'est la décision que l'on prend pour partir d'une situation initiale pour arriver à une situation que l'on espère obtenir. C'est suivant la difficulté de ce choix, il peut être très difficile de pouvoir obtenir ce changement, ou peut-être beaucoup plus simple. Il dépend évidemment. Si je décide maintenant de monter à l'étage, je crois que le choix va être assez facile. Si je décide de devenir milliardaire, je crois que ce choix va être un peu plus dur. Mais le choix va nous confronter à nos erreurs et va nous permettre aussi d'évoluer.
Et ce jeu de try and fail, comme on dit en anglais, donc essayer et échouer, va nous permettre aussi de mieux comprendre la subtilité des choses. Parce que c'est en faisant des erreurs qu'on acquiert la sagesse. Parce que c'est en essayant les choses qu'on se rend compte qu'en fait, il y a une mécanique qu'on n'avait pas comprise. Donc, dans la navigation symbolique, quand on décide de faire un choix, on se rend compte que lorsqu'on échoue parfois, ou bien quand on se rend compte qu'on aurait pu échouer, il y a des choses dans cette cartographie symbolique que l'on n'avait pas comprises. Ce que j'appelle la terra incognita, la terre inconnue. C'est-à-dire qu'il y a des éléments sur notre cartographie que l'on a soit mal référencés, ou soit que l'on n'a pas référencé du tout parce qu'on n'a pas vu. Donc, l'idée, c'est qu'il va falloir compléter cette carte, ou du moins précisément délimiter les continents que l'on ne connaît pas. L'une des manières de le faire, c'est donc l'introspection. Et ce que j'entends par introspection, c'est de pouvoir délimiter ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas dans cette cartographie symbolique. C'est-à-dire d'être au clair sur, ok, je sais que je m'appelle Seb, je ne sais pas comment s'appellent par exemple d'autres personnes, ou bien je ne sais pas quels sont les débouchés par rapport à certains choix que je veux faire. Pour ensuite, à nouveau, pouvoir associer un système symbolique sur cette cartographie. Nous nous rendons compte que nous allons avoir des zones d'ombre dans cette cartographie. Et je l'associe aussi à l'ombre jungien. Et je l'associe aussi à la définition de l'ombre chez Jung. Donc l'ombre, ce sont les aspects de la personnalité qui sont invisibles aux autres, et parfois aussi à nous-mêmes. Et cette ombre va aussi nous influencer dans les prises de décision. Donc il est très important que lorsque l'on fait un choix, on ait connaissance de cette ombre. À quel point est-ce qu'elle nous influence? À quel point est-ce que je fais un choix sans en être influencé? Lorsque l'on est sous l'influence de l'ombre, nous pouvons faire des erreurs de navigation. J'ai ici une petite BD assez amusante, d'une dame qui apparemment a une conversation, et on voit la matérialisation d'une ombre sur son épaule. Et on peut deviner que cette ombre lui a suggéré ou bien a influencé un de ses choix, qui était peut-être de faire un mensonge. Et que lorsqu'elle se retrouve toute seule plus tard, eh ben, cette ombre est dans le ventre, c'est comme ce nœud que l'on a dans le ventre, on ne se sent pas bien, on ressent un remords. Pourtant, ce remords n'est pas résolu, c'est-à-dire que cette ombre grandit. Elle va chercher à nous influencer davantage, parce qu'elle a trouvé un pouvoir sur nous. Et elle va même commencer aussi à prendre plus de place. Alors cette image est amusante parce que l'ombre pique du popcorn à la dame, et cette ombre aussi va perturber son sommeil. Cette ombre va aussi commencer à être un poids qu'elle va porter, et à un moment donné, cette ombre va simplement avaler la personne. Ça veut dire que dans cette petite bande dessinée, la personne n'a pas fait le travail qui était d'identifier l'ombre pour ensuite le garder dans sa limite. Elle a apparemment ignoré, et cette ombre a pris de la place, jusqu'à ce que finalement elle est devenue le maître. Évidemment, il n'y a pas que ce scénario. Le meilleur scénario que l'on doit faire avec son ombre est de se réconcilier avec, d'avoir conscience que ce que l'on sait, c'est qu'on ne sait rien, comme avait dit Platon un jour, ou bien aussi une autre phrase que je trouve assez intéressante dans ce principe de réconciliation avec l'ombre, c'est de se connaître soi-même, c'est-à-dire d'avoir conscience d'où sont nos faiblesses. Le but est de pas de devenir un super-héros, c'est-à-dire de n'avoir aucune faiblesse, parce que là on alimente l'ombre. Le but est d'avoir conscience de ses faiblesses et de ne pas se les cacher à soi-même, de connaître aussi que ces faiblesses font partie d'un tout qui nous complète. Donc, concernant la question de travail que j'avais proposée tout à l'heure, donc la réponse est oui, que c'est en se connaissant soi-même, c'est-à-dire en faisant un travail sur l'ombre, que l'on peut trouver son libre arbitre. Et la définition que je propose du libre arbitre, c'est donc le libre arbitre, c'est le bon choix libéré de toute influence qui imprègne le jugement. C'est-à-dire que tant que nous prenons des décisions qui ne correspondent pas à qui nous sommes en réalité, ça ne peut pas être un bon choix. Alors, on peut toujours dire, alors que fait-on
de l'exemple où si j'étais sous l'influence de mon ombre, j'aurais fait un choix, et si j'avais fait un choix qui était bon, j'aurais fait le même choix. Tout à fait. Alors, dans le concret, c'est toujours le même choix, sauf qu'il y en a un qui sert nous-mêmes, et l'autre sert l'ombre, c'est-à-dire pas nous-mêmes. Donc, les conséquences de ces éléments que j'ai apportés, c'est que nous nous retrouvons donc avec un concept que j'appelle le diable. Alors, je donne une illustration du tarot de la dame numéro 15. Le diable est alimenté par les personnes qui vont ignorer les aspects d'eux-mêmes. C'est-à-dire que tant que nous avons une ombre que nous combattons, non, on ne se combat pas, on se réconcilie avec. Tant que le combattons, on nourrit ce diable et on devient son esclave. Rappelez-vous de la BD tout à l'heure. La personne qui avait commencé avec un petit mensonge s'est retrouvée complètement soumise par son ombre. C'est la même chose ici, c'est la même idée. Il faut donc faire très attention que, justement, ce que l'on ignore nous domine et que, sans être sûr de soi, nous sommes influençables. Donc la réponse, finalement, pour ne pas se faire engloutir par son ombre ou par le diable, c'est de trouver une forme de foi que l'on a envers soi-même et que l'on se doit aussi à nous-mêmes. Donc la définition que je propose de la foi, c'est donc une croyance que l'on ne peut pas prouver. C'est bien ça la foi, on ne peut pas prouver que Dieu existe, on peut y croire, on peut faire comme s'il était réellement là, mais on ne peut pas le prouver. Par contre, cela a un impact dans notre quotidien. Une foi nous donne une force qu'on n'aurait pas pu avoir si on n'avait pas eu cette foi. Mais on ne sait pas assez définir sur quelque chose. Mais ce qui est important, c'est d'avoir cette force qui nous permet d'avancer et de pouvoir justement avoir le courage de se réconcilier avec nous. Ça peut être très difficile parfois. J'ai terminé cette présentation. J'espère que vous avez pu en tirer des enseignements. J'ai ici un QR code que vous pouvez scanner avec mon contact si vous souhaitez davantage discuter avec moi. Je propose des consultations en Iching. Je propose aussi des jeux de la transformation. C'est un jeu de société en collectif où il n'y a pas de perdant. Le but est de venir avec une question et de simuler un chemin de vie qui va nous imposer des questions sur le questionnement de base et de profiter de l'expertise de tous les joueurs, de leur bienveillance et qui puissent nous aider à mieux répondre à cette question ou bien avoir des pistes sur cette question. Il y a aussi un jeu du Tao qui est similaire mais qui est beaucoup plus exigeant. Ça demande plus de sincérité de la part des participants. Et comme dernière chose que je propose aussi, c'est ce que j'appelle la traduction symbolique. C'est un système de pensée que je suis en train de faire venir maintenant dans le grand public toujours un peu plus, via les conférences que je fais. Donc aujourd'hui c'était la deuxième. La traduction symbolique, c'était donc l'un des aspects que j'ai dit tout à l'heure avec l'ombre et la navigation et le choix. Et l'idée, c'est de pouvoir se représenter les enjeux qui nous entourent avec un système symbolique que l'on choisit et de pouvoir ainsi définir les relations que l'on a avec ces enjeux pour pouvoir les cartographier dans quoi nous sommes et pour ensuite faire le bon pouvoir. Formidable. Eh bien, merci beaucoup pour votre temps. Merci. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Et merci à Stoy et à Christian.